Né à Joliette, André Boulris s'intéresse très jeune à la politique. Élu en 1985, il devient président national de la campagne de financement du Parti québécois. Par la suite, il est réélu dans Sainte-Marie-Saint-Jacques pour 4 mandats consécutifs. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Boulris. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. En 1995, le gouvernement a promis de mettre fin à la discrimination qui était basée sur l'orientation sexuelle dans le régime des retraites et les assurances. Et en 1998, c'est Serge Minard qui voulait présenter un projet de loi pour les conjoints du même sexe. Mais Lucien Bouchard a appelé des élections, alors ça n'a jamais été fait à ce moment-là au moins. Et quel témoignage personnel avez-vous livré à vos collègues du caucus à ce moment-là? M. Bouchard ne l'avait pas présenté puisque nous allions en élection. Exactement. C'était connu comme tel, mais M. Bouchard avait clairement dit « J'en ferai un engagement électoral ». Ce qu'il a fait d'ailleurs lors du déclenchement officiel de l'élection. Et c'était un travail de longue haleine. C'était pas facile comme tel. Il fallait faire très attention parce que nous, on voulait faire l'équivalent du mariage. Oui. Mais il faut se souvenir que la définition du mariage est de juridiction de compétence fédérale. Mm. Le Québec, lui, a compétence pour le divorce. Complètement fou, là, mais en tout cas. Donc, il fallait véritablement faire pièce par pièce. C'était un peu comme pas un passe-tête, mais un jeu de domino. Là. Il faut en rajouter un, etc., pour que ça coïncide. Au départ, il a fallu modifier la Charte des droits et libertés. Mm-hmm. Il a fallu réviser le Code civil, qui était important. Une fois que cela était fait aussi, il fallait regarder toutes les lois où le mot « conjoint » apparaît. Et une journée, d'ailleurs, les juristes du ministère m'étaient arrivés avec un immense sourire en disant « Vous savez quelle loi il va falloir modifier? » J'ai dit « Non, laquelle? » Ils ont dit « Il faut modifier la loi dite sur la relève agricole. » Parce que le mot « conjoint » existe. Donc, il faut qu'il ait la même définition que la loi que nous voulions voter. Ce travail-là s'est poursuivi d'ailleurs en consultation constante, directe, avec tous les groupes d'intervenants de la communauté LGBT. Et puis voilà, cette année, nous célébrons le 15e anniversaire de l'adoption de cette loi. Une loi qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, tous partis confondus. Et je me dois, dans la plus grande honnêteté, de saluer le travail de mon ancien collègue, même si nous n'étions pas de la même formation politique, d'Henri-François Gautrin, qui a fait un travail d'appui, un travail admirable. Mais il fut un moment donné, si mes sources sont bonnes, que ça branlait un petit peu au caucus péquiste. Et vous avez fait une intervention pour expliquer aux gens pourquoi c'était important. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je vais amicalement vous corriger. OK, ça branlait pas. Voilà. Ça ne branlait pas nécessairement, mais nous allions en élection et la loi n'avait pas encore été votée. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, oui, mais aller en élection, alors qu'on était porteur de cette idée comme telle, je trouve qu'on part mal comme tel. Donc, j'ai fait effectivement une intervention à l'intérieur du caucus en disant, mais écoutez, c'est pas votre réalité, c'est la mienne en tout cas, je ne l'ai jamais cachée. Je vais vous expliquer ce que c'est.
d'être gay. Ce que ça peut signifier. Vos parents n'acceptent pas, vous pouvez être expulsé de la maison. Finalement, vous rencontrez un copain et vous décidez de faire votre vie avec lui. Il est malade, vous n'avez aucun droit. Vous avez acheté une maison, elle est à son nom. Sa famille vient, il vous vide dehors. Vous n'avez aucune protection de quelque nature que ce soit. Rien n'est officialisé. Vous n'existez pas. Et je dis, vous savez, la seule chose que l'on veut, c'est comme tout le monde. Une petite maison en banlieue avec un petit parterre, un petit jardin et vivre une vie normale comme tout le monde. Et j'avais dit, bon, écoutez, vous en discuterez entre vous. Moi, je vais me retirer. Plus vous influencer. Oui? Et finalement, la discussion a eu lieu à l'intérieur du caucus et M. Bouchard, là-dessus appuyé par Mme Marois, Bernard Landry, Louise Arel, Agnès Maltais, enfin, je pourrais pratiquement tous les nommer, ont dit c'est vrai, il faut vraiment montrer une volonté ferme qu'il y a peut-être une élection parce que la Constitution nous oblige à aller en élection, mais que ce projet de loi sera une réalité. Donc, M. Bouchard me fait venir, il me dit, nous allons déposer un avant-projet de loi qui montre notre intention et j'en fais un engagement électoral que, quand nous reviendrons, cette loi est votée. Sur un autre angle, parlez-nous de votre expérience du référendum de 1995. Un enthousiasme débordant, principalement concentré, il va de soi, dans ma circonscription électorale, qui est la circonscription à Montréal, qui a voté le plus fort taux pour le oui. Donc, entre guillemets, moi et mon équipe avons énormément travaillé en expliquant bien, en étant très pédagogique et par des exemples concrets. Je vous donne un exemple. Je disais, mais combien nous coûte notre part des frais du Sénat canadien? Alors, ça représente tant par année. Cela signifierait combien de logements sociaux dont vous aimeriez tous en avoir un. Alors, nous avons fait une pédagogie, mais très collée sur la réalité des citoyens. J'étais persuadé qu'on l'aurait, mais quand le vote de Québec est sorti, je ne sais pas ce qui se passe avec notre capitale nationale pour laquelle j'ai tellement d'affection. On s'est rendu compte que durant la 1 minute et demie où je me disais enfin ça y est, malheureusement ça n'y était pas. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Merci. Sauf que j'ai l'intime conviction que les forces fédéralistes n'ont pas joué franc jeu. On a vu d'ailleurs le scandale des commandites, etc. Et je peux vous raconter une anecdote. J'ai à ce moment-là, on ne veut pas que je conduise, on m'assigne un jeune Québécois d'origine belge, mais qui n'a pas encore sa citoyenneté et qui se présente au bureau de citoyenneté et qui dit, écoutez, je n'ai pas encore la citoyenneté, mais légalement, je pourrais l'avoir. Alors, mais moi, je ne veux pas qu'on brise le Canada. Il a eu sa citoyenneté tout de suite, ce qui lui a permis de venir voter oui avec moi. Il y a eu des choses vraiment qui ne sont pas à l'honneur de la soi-disant dite démocratie canadienne. Est-ce que c'est pire de perdre de si peu que de perdre de beaucoup? C'est atroce. C'est atroce. Les gens ont dit on nous l'a volé. Je ne suis pas loin de penser cela. Je ne suis pas loin de penser cela. Ça a été très dur. Cette journée-là, je pensais à ma mère qui, en 1980, en rêvait.
Mon père est encore vivant, il en rêvait. Il est décédé l'année suivante. Je ne peux pas dire qu'il est mort de chagrin à cause de ça, mais ça l'avait affecté. Et moi, je me disais, bon, je vais continuer, mais est-ce que je le verrai? Je ne sais pas. Mais c'était extrêmement difficile. C'est une blessure et je pense que ceux qui l'ont vécu, s'en remettront probablement jamais. C'est quelque chose de permanent. En 2002, on me dit que vous avez menacé de quitter le caucus parce que vous trouviez que le parti était trop concentré sur les fusions municipales et pas assez sur l'indépendance. Étiez-vous contre les fusions? J'étais contre une partie des fusions. Monsieur l'évêque m'avait dit il faut faire attention avec les fusions. Une des toutes premières rencontres que j'ai eues avec M. l'évêque, quand j'avais été élu président de Montréal-Centre, M. l'évêque m'a dit il faut être très prudent avec les fusions. Parce qu'une fusion à Montréal fait que nous perdons, entre guillemets, le contrôle de Montréal, dans le sens que les francophones deviennent minoritaires à Montréal. Ils le deviendront de plus en plus. Et je vois Montréal actuellement, et c'est vraiment incroyable, mais il y a plus d'élus municipaux à Montréal qu'il y en a à l'Assemblée nationale du Québec. Il y a des conseillers de quartier, des conseillers de ville, des maires d'arrondissement, maires de ville, etc. Alors que vous avez une ville équivalente de Montréal, qui est la belle ville de Philadelphie, que j'adore, où j'essaie d'aller le plus souvent possible. Elle est culturellement et historiquement très importante. Mais il y a 13 conseillers municipaux. Et cette ville est très bien administrée. Alors que l'on réduise le nombre comme tel, mais qu'on leur donne les outils, comme un député peut avoir, être capable de recevoir les citoyens, un bureau de district, etc. Mais je pense qu'on est allé d'une façon trop, peut-être méchant, bulldozer. Il y a d'autres endroits où, oui, c'était ridicule de ne pas fusionner, avoir... je vais donner un exemple au hasard, il n'existe peut-être pas, là, mais... Saint-Pie-Sud, Saint-Pie-Nord, Saint-Pie-Est, puis Saint-Pie-Ouest, ça ne tient pas. Saint-Pie, point, c'est tout. Ouais. Mais dans le cas de Montréal, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Bon, il y a eu des résistances, mais on pouvait les comprendre. La même année, ou presque après les fusions, Lucien Bouchard a décidé de quitter la politique. Bernard Landry devient premier ministre et il vous nomme secrétaire d'État à l'accueil et à l'intégration des immigrants. Comment avez-vous reçu cette nomination? Comment l'avez-vous trouvé, votre réaction? Vous vous rappelez de cette publicité de l'Auto-Québec, je crois, où le gagnant dit « ça ne change pas le monde, mais waouh! Ah ouais. » Ça a été ma réaction, puisque j'ai été à l'opposition quand même longtemps, porte-parole pour l'immigration, les communautés culturelles. Et même après avoir quitté le dossier, j'ai toujours eu un attachement tout à fait particulier envers nos compatriotes, d'autres origines récemment arrivées. Donc j'étais très heureux. Et puis, je me disais, il y a moyen de faire des choses à ce niveau-là. Et une des choses à laquelle je tenais, c'était, mais nous allons les recruter. Nous allons les inviter à venir vivre avec nous. Alors, une fois qu'ils sont arrivés, pourquoi on ne ferait pas un geste qui est peut-être symbolique, qui est simple, mais qui est quand même chaleureux, de leur dire « Bienvenue, on est content de vous avoir avec nous ». Donc, j'ai initié ces fameuses cérémonies d'accueil au Québec, et ça, je suis très fier de ça. Ça continue, heureusement. Bravo. Ouais. Est-ce que ça a la même ampleur? Je ne suis pas allé vérifier, mais il m'arrive même encore aujourd'hui, à l'occasion, quelquefois sur la rue, quelqu'un m'arrête et me dit « Mais vous, là, vous n'avez pas été à l'immigration? » Je dis « Oui. C'est vous qui m'avez accueilli. » C'est moi qui l'ai accueilli. Enfin, c'est le Québec qui l'accueillait. Mais ça les a marqués et ça amplifiait
leur taux d'appartenance au Québec. Ils se disaient, ben oui, c'est gentil, ils nous accueillent, puis ils nous disent bienvenue, et ils partagent des choses avec nous. Mais il y a une chose quand même qui est ratée, c'est l'intégration dans son sens le plus large possible. Quand j'ai été là, en tant que secrétaire d'État, mais après en tant que ministre, pour moi, l'intégration, c'était la reconnaissance des diplômes. Et je me suis heurté au corporatisme des ordres professionnels. C'était facile avec l'ordre des infirmières, c'était facile avec les ordres des architectes, etc. Mais ça a été un blocage complet avec les médecins, ingénieurs, etc. Et je disais, mais écoutez, moi, j'ai visité la faculté de médecine de l'Université fédérale de Buenos Aires. L'enseignement est de même qualité que celui de Montréal. Les écoles de médecine actuellement à Marrakech, à Casablanca, etc., ont été fondées par les Français et c'est encore les Français qui y enseignent. Est-ce que la médecine qu'on y enseigne, qui est celle de France, est moins bonne que la nôtre? Mais il y avait un blocage terrible. C'était la grande ambition de ma vie en 2003, puisque j'espérais que le premier ministre me reconduise dans ses fonctions. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et mes successeurs mes successeurs libéraux n'ont rien fait. Il y a des déceptions politiques, c'en est une. Vous avez démissionné comme député en 2005. Pourquoi avez-vous démissionné? J'étais brûlé. Quand on a commencé l'entrevue, vous m'avez parlé de l'état difficile dans lequel était à la fois le quartier Saint-Jacques et Sainte-Marie. Mais pour redresser la situation, il a fallu que je m'implique. C'était du 24/7, comme on dit, 24 heures, 7 jours par semaine. Et 2004, j'allais au bureau, mais j'y allais de reculons. J'étais physiquement, psychiquement brûlé. Et je me disais, oui, mais ces gens t'élisent avec des majorités à faire des jaloux parmi tes collègues, peu importe leur formation politique, mais tu ne leur donnes plus 100%. Tu ne leur donnes plus 100% de tes capacités parce que tu ne les as plus. Donc, ce n'est pas honnête. Ils s'attendent à autant que la première journée. Alors, je me dis, la meilleure façon est de préparer ma succession et de dire aux gens, écoutez, je n'en peux plus, je ne suis plus capable, et vaut mieux que je vous quitte. Et peut-être valait mieux de partir en pleine gloire aussi que d'être foutu à la porte, ce qui peut arriver en politique. Alors, j'avais un adjoint qui était conseiller municipal et qui a été même d'arrondissement, et qui a été élu, ça a été Martin Lemay. Et j'avais dit aux gens, écoutez, je ne vous abandonne pas, je vais vous laisser entre bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas facile quand on a été 20 ans et qu'on a construit des liens tellement solides avec les femmes et les hommes d'une circonscription comme celle de Sainte-Marie-Saint-Jacques, où il fallait avoir d'abord un lien affectif avant d'avoir un lien politique. C'est très dur de leur dire, écoutez, je ne suis plus capable, et il vaut mieux que je m'en aille. Et on a une crainte atroce. Et je prends une phrase qu'Alain Juppé, ancien premier ministre de France, a dite, on a peur de ne plus se voir dans le regard des autres. Donc, on a peur d'être oublié. Heureusement, je me promène dans le quartier parce que j'avais toujours la circonscription que j'ai représentée. Et je me dis, je n'ai pas été totalement oublié. Ça fait chaud au cœur. Hein? Ça fait chaud au cœur aussi de se faire dire merci pour ce que vous avez fait pour moi, merci pour ce que vous avez fait pour l'organisme auquel j'appartiens. Il y a de la gratitude en politique. Heureusement. Heureusement. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez maintenant de l'opinion publique qui est défavorable aux politiciens,
qui est surtout, en particulier, défavorable de ce qu'il voit à l'Assemblée nationale? Peut-être parce que l'ensemble des députés, et j'en ai fait partie durant quand même 20 ans, donc j'ai peut-être ma part de responsabilité à l'intérieur de cela aussi, comme bien d'autres. Peut-être qu'on a eu tendance, trop souvent, ou du moins à l'occasion, à se prendre pour un grand collège, là. Nous sommes tous pensionnaires de cette belle institution, etc., et que les seules règles qui doivent s'appliquer sont les nôtres, et avoir eu peut-être des excès de langage, ou avoir eu un langage trop hermétique, et un langage qui n'était pas accessible aux gens, et les gens se sont sentis un peu floués en disant « Oui, mais c'est une bataille de coq. Non, pourquoi ils applaudissent pas à telle chose? Parce que finalement, ils sont trop partisans, et je parle pour l'ensemble des partis. J'ai l'impression que cela a énormément contribué. Et la langue de bois aussi. Se refuser d'appeler un chat, on n'a pas besoin d'être vulgaire, mais on peut employer les vrais mots pour décrire les vraies situations. Et la langue de bois, que vous nous avez un peu imposée aussi, tout ça a contribué, effectivement. Et puis, il est arrivé une période qui est quand même assez récente où, malheureusement, de très nombreux scandales sont survenus. Et les gens, les électeurs et les électrices, dans leur bonne foi, ont cru qu'ils envoyaient des gens honnêtes. Mais dans certains cas, ça n'a pas été la réalité. Et je peux comprendre leur déception. Donc, il y a une côte, effectivement, à remonter. Mais la côte à remonter, vous savez comment elle va se faire? Quand je suis arrivé la veille de mon assermentation, j'étais forcément avec mon père qui tenait à m'accompagner. C'est normal, j'aurais été malheureux que mon père ne soit pas avec moi. L'Assemblée nationale, c'était le soir. J'ai dit « Papa, regarde si c'est beau. » Et mon père m'avait dit « Oui, c'est très beau, c'est magnifique l'Assemblée nationale, mais n'oublie jamais une chose. C'est pas l'Assemblée qui t'a élu. C'est les électeurs et les électrices de ta circonscription électorale. C'est ta première loyauté. » Cette chose-là, probablement, pourrait revenir au niveau du respect de l'élu et de la confiance qu'on lui accorde s'il retrouve ses racines, c'est-à-dire à l'intérieur de sa circonscription, s'il est présent, s'il est là, et s'il va au-devant des gens pour expliquer des choses, et non pas uniquement la période de questions. La période de questions, c'est à la fois la plus belle et la chose la plus horrible. La période de questions, est-ce qu'on peut le dire, là? À l'occasion, c'est un show. Moi, je le pense comme ça maintenant. On oublie, par contre, le travail qui se fait très sérieux en commission. Finalement, c'était un peu votre combat de la vie. Mais avec l'évolution, avec le temps, aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile, plus humain d'être homosexuel au Québec qu'il y a 25 ans? Définitivement, oui. Chaque pays, chaque province, chaque État aura toujours des gens à l'esprit obtus. Mais au Québec, je pense que nous avons une très grande longueur d'avance par rapport à bien d'autres endroits. Je regarde chez nos voisins américains. C'est atroce. Je ne vous parlerai pas de leur président actuel, etc. Et je regarde d'autres pays. Mais au Québec, effectivement, je pense qu'il y a... Je ne parlerai pas de tolérance. Je n'aime pas le mot tolérance. J'emploie plutôt le mot l'acceptance. J'ai inventé, on a le droit des néologismes, j'en fais un. Il y a une acceptance beaucoup plus grande qu'ailleurs. Beaucoup plus grande qu'ailleurs. Et ça me rend très fier d'être québécois. Le surlendemain de l'adoption de la loi, j'étais dans une petite ville, Saint-Sulpice. Il y a une dame qui arrosait son jardin
et qui me voit et qui me dit « Hey, vous, je vais vous parler ». Alors, le garde du corps est un peu nerveux, presque la main sur son revolver, en disant « Mais elle a l'air agressive, cette dame. » C'était une dame d'environ 80 ans. Et elle s'approche, elle dit « Vous, je vais vous féliciter. » Je dis « Oui, pourquoi? » Ben, elle dit « Vous savez, mon petit-fils est gay. » Elle dit « Grâce à vous, maintenant, il y a des droits. Bravo. » Mais, vous parlez de cela. Mais il y a eu beaucoup plus de choses dans cette circonscription, dont je suis fier. D'avoir obtenu la grande bibliothèque, d'avoir obtenu les archives nationales, l'écomusée du Fier-Monde, la rénovation de mes stations de métro dans ma circonscription, des organismes qui n'existaient pas et que j'ai aidé à fonder, une qualité de vie qui s'est améliorée, Faubourg Québec dont je vous parlais, etc. Espace libre, théâtre d'aujourd'hui, une vie culturelle très forte dans le quartier. Parce que je disais aux gens, écoutez, ne me demandez pas une usine Toyota dans la circonscription, on n'a pas le terrain pour la faire. Alors, ce qu'il nous faut, c'est d'amener des institutions qui vont bénéficier des biens et des services que nous pourrons leur offrir. Ce qui fait que le commerce va bien. Est-ce que la politique vous manque? J'ai pigé cette phrase à un ancien premier ministre du Québec. Ma réponse est « ça me manque tous les jours, mais pas toute la journée ». Merci beaucoup, M. Boulris. Je vous en prie.